C'est vendredi et Philippe David est habillé en vendredi. Ah oui, j'ai mis la tenue un peu rugby. Ah, on mais sent. comme il va y avoir le rugby ce soir sur Sud Radio, moi j'ai les bras moins musclés qu'un rugbyman, mais... On sent que l'écurie n'est pas loin. Voulez-vous dire que je suis un bel étalon? Oui. Oh là là là. Oui, il se vante en plus. Non, j'ai posé une question. Excusez-moi, je ne me vante pas, je pose une question, cher ami. Vous avez de très beaux talons, ça c'est sûr. Voilà, j'irai pas plus loin. N'exagérons rien non plus. Merci. Vous êtes intelligent, Philippe. Merci. Alors, non, mais je plaisante, je rigole. Allez, c'est vendredi, c'est plutôt détendu. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. Il y a une belle harmonie de bleu marine. Et des camailleux de Je bleu. croyais d'intelligence. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Nous sommes tous en bleu marine et en blanc. Voilà, c'est très chic. Moi, ce c'est soir. un pléonasme. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il y a un peu de gaieté de ce côté-là. Exactement. Et la gaieté est là, Catherine Evrard, chasseuse de tête et présidente fondatrice du cabinet parisien de recrutement CE Consultant. Bonsoir, ma chère Catherine. Bonsoir, ma chère Cécile. Bienvenue. Et puis Bruno Pomar, qui est avec nous, ancien membre du RAID. Ça va, mon Bruno? Mais je suis encore impressionné ce soir parce que face au maître des mots qui décortique toutes mes phrases. N'exagérons rien, mon cher Bruno. Non, mais il le sait, Philippe Bilger, même si mes phrases ne sont pas très longues, il décortique, il me débriefe un fait. Et là, une chercheuse de tête habillée à couleur chasseuse. Chasseuse. Chercheuse. Je faisais tête chercheuse sur les missiles, mais Ouais, alors j'espère me faire recruter ce soir. Ah bah, Mais dans quel pour faire quoi? domaine? Quelles sont Je vos sais pas compétences? s'il a un poste à me proposer. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vendez-vous. Vous êtes certainement bankable. Ouais, Ça me fait plaisir. Ouais. Il est bancal, ouais, ça c'est sûr. Et regardez, Philippe Bilger, tendez-moi cette feuille à Catherine Evrard, puisque c'est le jeu du jour. C'est le jeu du jour que vous devez lire, ma chère Catherine. C'est moi qui le lis. C'est vous qui le pour être lisez. Et recruté, attention, c'est comme ça. Catherine, c'est un Alors. jeu important et il faut donner envie à nos auditeurs de jouer pour gagner. Allez-y. D'ailleurs, soyez sympas, jouez tous, s'il vous plaît. Voilà. C'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre, écoutez bien, un achat de 250 € pour le site spartou.com. Chaussures, sacs, vêtements, grâce... Ah non, pas que j'avais vu toilettes, non. Non. Grâce à Sud Radio, faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant, soyez aimables mes chers amis, Sud au 720-18 par SMS pour vous inscrire au tirage. Pardon, c'est un tirage au sort et c'est pas un autre tirage. Et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Bonne chance. Ah, bravo Catherine. Magnifique. J'ai un peu Magnifique. bafouillé, mais c'est la vie. Non, hein. c'est bien. Et soyez les bienvenus. Allez, le sommaire de cette émission très vite. Le grand débat cette année. Faire des fautes pour écouter des points en moins au brevet et au bac dès la session 2026. Édouard Geffray, qui est le ministre de l'Éducation nationale, veut que l'orthographe prenne une place plus importante dans la notation des copies. Et on vous pose cette question. Brevet bac, faut-il tenir compte des fautes dans la notation des copies? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, que vous soyez pour ou contre le 0826 300 300. Et moi, je dis qu'on n'aurait jamais dû arrêter de le prendre en compte. Philippe Bilger. Ça c'est dit. Il faut en effet tenir compte des fautes d'orthographe et en tirer des leçons radicales dans la mesure où beaucoup en font, y compris ceux qui enseignent l'orthographe. Allez, Bravo. Bruno Pomar. Il faut prendre en considération l'orthographe, point final. C'est Catherine essentiel. Evrard. Je suis absolument pour, mais arrêtons l'écriture inclusive à ce moment-là, parce que les pauvres gamins, ils savent plus où ils en sont. La question du soir à partir de 18h, le prix de la pompe à la pompe grimpe, vous l'avez vu, et avec lui une question très concrète. Des millions de Français se disent, faut-il lever le pied sur les déplacements à l'approche des ponts surtout? Certains revoient leur plan sur la destination plus proche et sur des séjours surtout beaucoup plus courts. Et on vous pose cette question. Vacances de Pâques, pont de mai, allez-vous réduire vos déplacements? Eh bien, vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir? Venez nous raconter votre quotidien. Le 0826 300 300. Moi, j'ai la chance de ne pas devoir en arriver là, mais je pense vraiment à ceux qui vont devoir faire des efforts. Philippe Bilger. Moi, je ne pourrais pas raconter mon quotidien dans le détail. Allez. Moi, je partirais une fois sur 2, voire une fois sur 3. Bruno Pomar. Non, il faut partir, il faut continuer à vivre normalement. C'est bon, Voilà. arrêtons. Hein. On peut vivre à Paris. Hein. Allez, au 0826 300 300, Julien est avec nous sur l'orthographe. Et faut-il tenir compte des fautes dans la notation des copies? Vous me dites oui, vous me dites non? Oui, absolument. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.
Cette dernière journée passée avec vous pour cette semaine, c'est presque triste parce que on aime bien cette émission avec Philippe David. Ah oui. Ah oui. Vous savez, ça me fait, je pense à une chanson de Pascal Obispo en vous regardant. Tu vas me manquer, vous allez tous me manquer ce week-end. Oui. Baissez les yeux quand vous me regardez, vous faites peur. Il fait peur. J'ai des yeux de psychopathe. Je pourrais même pousser plus loin. Mais parce qu'il me fixe comme ça. Oula, ça va, Philippe, tout va bien. Ça va bien se passer. Autour de cette table, allez, joyeusement, Philippe Bigère, bien entendu, Bruno Pomar, Catherine Evrard, chasseuse de tête et présidente fondatrice de ce cabinet parisien de recrutement CE Consultant. Vous voulez faire un petit entretien avec Catherine? Non, mais j'attends qu'elle me scanner depuis le début, là. Ouais. Et je pense qu'elle va me proposer sûrement un poste de folie, quoi. Ouais, j'ai déjà quelque chose en tête. Pas trop bafouiller. Ouais. Et elle a un truc en tête, c'est France Travail, vous allez voir. J'allais dire encore pire. On peut animer les stands chez Intermarché. France Travail qui a été la nouvelle femme de Pôle Emploi. Ouais, oh là là, mon Dieu. Allez, on y va les amis. Super. Faut-il tenir compte des fautes dans la notation des copies? C'est le grand débat du jour. L'orthographe, c'est un problème? Vous étiez obligé de me poser cette question. La langue et l'orthographe française, c'est souvent illogique et absurde. C'est pas mon point le plus fort. Ah ça non, c'est l'enfer ça. Je vous donne un exemple. Chariot et charrette, ça vient du même mot, mais chariot, il y a un seul R, charrette, il y a 2 R. Pourquoi? Zéro raison. Mais zéro raison. Mon père est toujours en train de me narguer avec son orthographe et... il me dit toujours, tiens, t'as fait une faute, là, tiens, t'as fait une faute, moi j'en fais pas. Juste le son O. En français, vous pouvez écrire ça O, O-T, O-D, A-U, E-A-U, E-A-U-X, A-U-X, A-U-L-T-A-U. C'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Merci à notre réalisateur qui régulièrement, Max, nous fait des très belles mises en situation. Et c'est Julien qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Julien, bienvenue sur Sud Radio. Donc vous êtes plutôt d'accord, il faut tenir compte des fautes dans les notations des copies? Oui. Déjà bonsoir à toute l'équipe. Je suis absolument d'accord pour deux raisons essentielles qui me semblent primordiales. Je pense que l'excellent Domenico Cotrone serait d'accord avec moi s'il était là ce soir. Oui, c'est une de nos vraies voix qu'on embrasse d'ailleurs. Absolument. Mais déjà, première raison basique qui est toute bête, c'est le brevet, le bac, ce sont des examens. Ils servent à quoi? Évaluer le candidat. Comment on évalue le candidat si déjà on ne tient pas compte des fondamentaux, des basiques? Il y a une épreuve de français, si on ne tient pas compte des fautes d'orthographe, à quoi sert cette matière? À quoi sert cette discipline, cet examen? Ce serait un peu comme ne pas tenir compte des additions dans les mathématiques sous prétexte que ce serait basique. Ce serait comme tolérer que le 1 se ressemble à un 7 ou le 6 à un 8. Finalement, c'est pas si grave. C'est un peu dénué de sens. Mais vous avez raison. Hein. Il ne faut pas oublier que pour des dizaines de milliers de collégiens après le brevet et pour des dizaines de milliers d'autres tout de suite après le bac, il y a quoi? Il y a le marché du travail. Et je crois pas qu'on puisse concevoir qu'on puisse renvoyer un CV, une lettre de motivation truvée de fautes d'orthographe parce qu'elle va finir à la poubelle la candidature. Dans de nombreux métiers, moi par exemple, je suis dans la sécurité privée, il y a des rapports d'incidents à faire, il y a une main courante à rédiger qui peuvent être lus par le patron, qui peuvent être lus par le client. Dans certains cas, quand il y a des incidents, ça peut être lu même par la police et par la justice. La moindre des choses, c'est pas de faire saigner les yeux ceux qui lisent, quoi. Donc cadeau, ne s'écrit pas KDO. Philippe Bilger. Le signe le plus éclatant du déclin de la langue, c'est le fait qu'à une certaine époque, la question de Sud Radio aurait pu apparaître un peu provocatrice. Or aujourd'hui, on a non seulement le droit, mais on a le devoir de se la poser quand on voit à quel point l'orthographe est négligée dans les copies du collège ou du lycée. Deuxième élément, c'est d'autant plus grave qu'en réalité, cette plaie touche tous ceux qui sont chargés ou de pratiquer l'orthographe ou de l'enseigner. Et comme l'a très bien dit notre auditeur, Julien, une évaluation, c'est un ensemble. Et dans cette évaluation, il y a la correction de l'orthographe. Alors, il a parlé de recrutement. Vous, Catherine Evrard, c'est votre métier. Donc, est-ce que vous trouvez des lettres de motivation bourrées de fautes d'orthographe?
Alors je peux vous dire, même des grands patrons, hélas, il y a des fautes d'orthographe. Et je trouve ça d'autant plus pénible que maintenant avec l'IA et les correcteurs, attendez, il suffit de regarder 2 secondes et vous mettez le bon mot. Vous n'êtes pas obligé de faire des fautes partout. Et vous recrutez du coup? Comment? Vous recrutez si j'en suis à 1610 patrons et cadres mis en place en 30 ans. Non, mais il veut dire vous recrutez s'il y a des fautes? S'il y a des fautes, je vais vous dire, moi j'ai des patrons qui m'ont dit ah non, Salette est bourré de fautes, je prends pas, j'en veux pas. Quel dommage, parce que le type est bon, il était bon. Mais je lui ai dit, il était effondré. Il m'a dit oui, je l'ai écrit un peu vite. Vous savez, il y a des tas de trucs maintenant. J'ai fait des fautes parce que je tape à la machine toute la journée. Enfin, il y a plein d'excuses. Hein, mais Catherine, si celui qui ne fait plus aucune faute aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ah ouais, je suis d'accord. J'en vois pratiquement. Non, mais alors, je vous arrête, c'est pas excusez-moi Catherine, si vous voulez. Parce que moi j'ai recruté quelqu'un, j'ai recruté des gens, j'ai recruté un homme avec qui on a travaillé pendant plusieurs années. Il avait arrêté l'école à 15-16 ans. Il était parti chez les légionnaires parachutistes. Il avait bourlingué. Il avait fait une formation à la fin de la Légion. J'avais reçu son CV, sa lettre de motivation. 0 faute d'orthographe. 0 faute de frappe. Je sais qu'il écoute régulièrement Sud Radio. Philippe, je t'embrasse. Et c'était pas 4 dirigeants, c'était pour être magasinier câbleur. Parce qu'il y a un truc, ça s'appelle le respect. Moi, une lettre de motivation ou une candidature avec une faute d'orthographe, je vous l'avoue, c'était trié à la verticale, elle partait direct à la poubelle. Parce que personnellement, je ne me serais jamais permis d'envoyer une lettre de motivation et un CV avec des fautes. Il est chercheur de tête, lui? Non, mais il y a une raison. Il y a peut-être une autre raison, mais pour les jeunes générations, vous avez quand même plusieurs types de professeurs de français. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à recruter les profs. Et entre un professeur qui connaît l'orthographe par cœur et qui est très bon, parce que ça l'intéresse, qu'il est un peu old style, et un jeune professeur de CAPES qui fait une faute par mot ou deux, excusez-moi, j'en ai vu. Ils font quoi les enfants? J'ai sur un bulletin, un de mes bulletins, j'ai un bravo pour l'orthographe et il y a un S à orthographe. Non mais, moi je suis d'accord. Regardez, prenez nos anciens qui ont des certificats d'études, j'en connais, qui font des lettres, comme tu disais, sans aucune faute. Je crois que c'est essentiel, c'est la base même de notre société. Là, on est en train de tout dévoyer. À un moment donné, on se fout complètement de tout. Des religions, en passant par le diplôme, par je ne sais quoi, en fait, on se fout de tout. À un moment donné, il y a des règles, il y a des bases dans cette société. Qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos jeunes après à faire les choses correctement? C'est important, je crois, de savoir écrire. Peut-être pas d'aligner, moi je suis pas capable de faire ce que fait Philippe Bilger. J'ai écrit 2-3 bouquins, je me suis fait largement aider parce que je suis pas capable d'écrire. Je suis capable de tchatcher pendant 2 heures, mais j'ai besoin de gens qui soient capables de rédiger parce que je ne sais pas faire. Et maintenant, avec les facilités qu'il y a, avec l'IA, avec tout ça, je comprends pas encore une fois comment on se trouve des Bruno. C'est par contre l'IA. Oui, mais tu sais, on en a besoin aussi maintenant. Il faut s'adapter à la modernité aussi. Oui, non, bien sûr, c'est un super outil, mais que ce soit l'IA ou que ce soit le T9, c'est justement tellement facile qu'on donne plus la peine de réfléchir, et du coup on perd les mécanismes, les accords, etc., la logique du COD, etc., parce que justement on réfléchit plus. Il suffit de comparer les gens qui écrivaient, qui n'avaient que le certificat d'études, guerre 14-18, et aujourd'hui ce que c'est. Et deuxième élément, il y a quelque chose qui vient justifier, malheureusement, ceux qui font des fautes d'orthographe, c'est qu'ils considèrent que les différents genres d'expression ont droit à des orthographes imparfaites. Et alors vous oubliez l'écriture elle-même. Par SMS, on les fait la syntaxe. L'écriture elle-même, je veux dire, vous regardez des lettres de 1925, j'ai n'importe quoi, de 1950, l'écriture était super, il y avait des pleins, des déliés. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Avec des mots choisis. On va pas à la ligne. Souvent, on a fait faire à des enfants de même âge, 50 ans avant et aujourd'hui, la difficulté de l'orthographe, aujourd'hui, ils feraient 50, 60 fautes. Mais c'est Montessori, je sais pas quoi, c'est cette méthode, c'est tous ces trucs-là qui ont complètement bousillé les gamins. Mais il y a une chose, Philippe Bilger parlait de la génération 14-18. Moi, j'ai connu 3 de mes grands-parents qui étaient nés en 1897, 1899 et 1903. Ils avaient tous arrêté l'école à 11 ans, 12 ans, ce qu'on appelait le certificat d'études à l'époque. Comme le disait Catherine, très justement, ils avaient une écriture. Bien sûr. Moi, j'écrivais comme un cochon par rapport, j'ai pas honte de le dire, et il n'y avait pas
une faute d'orthographe. Mais même sur des mots compliqués, il n'y avait pas une faute d'orthographe. Je me souviens que ma mère, quand elle regardait les chiffres et les lettres avec ma grand-mère disait des mots à 80 ans, il n'y avait pas une faute d'orthographe. Elle n'aurait pas mal orthographié un mot. Donc aujourd'hui, il faut tout reprendre à plat. Mais il faut surtout que les enfants lisent. Ah bah oui. Voilà, il faut lire. Ma chère Cécile, oui, mon cher Philippe. Moi, ce qui me perturbe, c'est que je n'ai entendu dire partout que la valeur de l'orthographe, et comme je l'ai dit à Catherine, je ne connais plus personne qui ne fait pas de faute. Si, moi j'en connais. François Louis, notre assistant de prod, ne fait pas de faute. Il est jeune. On est dans le sens de Cécile. Il n'écrit rien, c'est ChatGPT. Je plaisante. Mais c'est vrai, les jeunes, sur les conduites, alors à moins qu'ils fassent des corrections, il n'y a pas de faute. Bah, bravo. Quand il envoie des SMS, il n'y a pas de faute. Désolé de le dire. Mais désolé. Bah, super les textos, tu viens à la cantoche. Entre le SMS et envoyer 3 lignes d'accompagnement d'un CV, il y a quand même des lustres. Excusez-moi. Là, on peut quand même faire attention. Non mais excusez-moi, des cadres dirigeants qui vous envoient des courriers bourrés de fautes. Je trouve que c'est un peu léger. Intolérable. Mais intolérable. Julien, est-ce que vous avez des enfants, pardon, d'être un peu indiscret? J'ai 4 enfants, oui. Voilà. Oui, j'en ai 4. C'est une obligation chez vous, j'imagine. D'avoir des enfants ou de bien écrire? Elle a du humour. Ils sont cons aujourd'hui, avec un S à la fin. Julien. Non, c'est une obligation, déjà parce que c'est primordial, comme je l'ai dit. En plus, ils ont la chance d'avoir une maman. J'ai mon épouse qui est dans le français et langue étrangère. Forcément, c'est son cœur de métier. Et je voudrais abonder, moi, dans le sens de Cécile, qui rappelle l'importance de la lecture. Et je voudrais même compléter, parce que non seulement il est primordial, il est essentiel que les enfants lisent, mais il faut que les enfants lisent sur du papier, parce qu'il a été prouvé scientifiquement que lire sur une tablette et lire sur un manuel, sur un bouquin, sur un roman, ça stimule pas de la même manière les connexions neuronales du cerveau. Mais c'est clair. Et la prononciation des mots surtout. Oui, mais tous les parents lisent sur des tablettes. Et donc, il est important, et là peut-être serais-je contredit, il faut tout lire. Je veux dire, même petit, entendons-nous, mais l'important est de lire. Bien sûr. Et de lire. Mais je peux vous prendre un exemple. Des bandes dessinées, des romans, des essais, tout. Des recettes. Il ne faut pas faire de la science. Mais Philippe David, il lit lui tous les mois, je crois. Je vous en prie. Chez le coiffeur. Beaucoup chez je voulais prendre un exemple qu'avait trouvé mon père pour me forcer à lire. Il me faisait lire, vous n'allez pas le croire, France Football. Il l'achetait, mais parce qu'il l'achetait le mardi, puis après sorti le mardi et le vendredi. Ça existait déjà? Mais oui, mais évidemment, ça a été fondé dans les années 50. Ah, c'est de là que ça vient tout ça. Mais je vous jure. Mais vous avez vos deux mamelles, la France et le football. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est pour un gamin de 7-8 ans, c'est hyper motivant parce qu'il y avait les idoles des Verts, etc. Donc je lisais Christian Sinagel à marqué un but. Voilà, et c'était hyper motivant. Et je lisais France Football à 7 ans. En tout cas, l'orthographe, merci Julien, c'est un grand oui pour nous. Merci d'avoir participé avec autant de talent. Vous revenez quand vous voulez. Et puis, Jérémy, vous pouvez nous appeler notre ami, s'il vous plaît. Nicolas, vous pouvez venir 2 secondes, Nicolas? Parce que nous avons parfois des auditeurs qui viennent nous rendre visite et à qui on veut rendre hommage. Venez, Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Là où vous voulez. Voilà, à côté du meilleur. Comment ça va? Non, mais au micro, sinon on ne nous entend pas. Nicolas, vous venez d'où, Nicolas? Alors moi j'ai un petit village qui s'appelle Écourt-Saint-Quentin, à côté de Cambrai dans le Nord. D'accord. Vous dites Saint-Quentin? Écourt-Saint-Quentin. Ah, c'est Saint-Quentin. Vous parlez comme ça, là. Ouais, tu peux, ouais. C'est sûr. Ah, c'est bien les potates. Ouais, c'est sûr. Ça, on écoute un peu de tout, ouais. Et vous faites quoi dans la vie, Nicolas? Moi je suis éducateur spécialisé auprès d'adolescents 16-20 ans en situation de handicap intellectuel. Formidable. Merci, Nicolas. Nous sommes fiers de nos auditeurs, vous êtes les bienvenus. Nicolas, merci en tout cas d'être avec nous, on vous garde jusqu'à la fin. J'ai une question, on est sur Sud Radio ou sur Nord Radio là? Parce que vu l'accent de ceux qui parlaient... On est sur Sud Radio, c'est tout. Pas dans un instant sur le contre tout ça. Et tu sais quand on parle du métier qu'il fait, on en manque tellement. Formidable, Notre société
elle part en sucette à cause de ça, parce qu'on manque d'éducateurs et de tous ces gens-là. Effectivement, et c'est vrai que le métier n'est pas forcément revalorisé et mis à l'honneur. Et c'est ce que vous faites bien pensant, alors c'est encore mieux. Bruno Pomar, vous le faites aussi, ça? Oui, avec Red Aventure, avec mon association, évidemment, avec les policiers, on fait un travail. Et on travaille beaucoup avec la PJJ. Ces gens-là, il faut mieux les payer, en recruter plus et les valoriser. Mais sinon, ça ne sortira pas. Et moi, je dis bravo, Nicolas. Bravo. Il faut se baisser pour être dans le champ des caméras. Allez, dans un instant, Seul contre tous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Bonjour, c'est François Trio. Sud Radio Rugby, Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Jérémy au 0826 300 300. Ça va, Jérémy? Oui, ça va, très bien. Bilout, non, c'est pas lui. C'est pas le Excusez-moi, ça veut dire quoi Bilout au fait en ch'timi? J'ai oublié. Bilout, ça veut dire c'est copain. Voilà. Bilout. Il y a le patron qui est dans le studio. Il y a le patron qui est dans le studio. Patrick Roger qui est là. Excusez-moi, ça va, Patrick Roger? Ah, Patrick, vous avez un micro. Ça va très fort. Oh, la voix de Patrick Roger. Et vous? Je vous surveille, je vous écoute, je vous épie, je vous contrôle, mais je vous aime aussi. Oh, merci. Bravo, quel talent. Et c'est bien connu, il nous épie de maïs. Oh là là. Et on est refait jusque-là. Patrick Roger, la lettre de licenciement de Philippe David, elle est prête? On va fêter ça ce soir. Allez les amis, soyez les bienvenus avec autour de cette table Bruno Pomar, Philippe Bilger, Catherine Evrard, chasseuse de tête et présidente fondatrice de ce cabinet parisien de recrutement CE Consultant. On vous souhaite la bienvenue toute seule. Tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, Seul contre tous. Et justement, Catherine Evrard, c'est à vous. Vous dites que le 1er mai est un jour férié pour tout le monde, mais les inspecteurs du travail travaillent pour coincer ceux qui sont restés ouverts. Oui, non, mais on marche sur la tête, reconnaissez. Tout le monde est monté au créneau pour ne pas ouvrir le 1er mai, ce qui est entre parenthèses scandaleux. Parce que tout le monde l'a dit, je le répète, les boulangers ne peuvent pas ouvrir, les fleuristes non plus. Un 1er mai, si on n'a pas de muguet, on pleure. Et en parallèle, les McDo, les ceci, les cela sont ouverts. Et en prime, le comble, les inspecteurs du travail, eux, ne font pas grève et vont donc mettre des contraventions au pauvre patron qui a ouvert lui-même une fois sur deux. C'est même pas son personnel, c'est lui qui a ouvert sa petite boucherie. Je crois qu'il a le droit, attention, il a le droit. Oui, mais depuis 3 jours. Non, mais attendez, ça fait des Catherine, le 1er mai, il a le droit, lui, de bosser, mais pas ses employés. C'est ça, voilà. Non, vous avez raison, de toute manière, c'est clair. On doit laisser bosser les gens pour le final. Non, mais les inspecteurs du travail, pour une fois, qu'ils fassent grève, quoi. Ça suffit. Enfin, écoutez, c'est d'autant plus étonnant pour les inspecteurs du travail, j'en ai connu beaucoup quand j'étais magistrat, que leur sensibilité est clairement à gauche. Ah, bien sûr. Largement à gauche. Comme la justice. C'était parce que ça aussi, c'est politisé. Bien sûr. L'inspecteur du travail. Je peux vous prendre les deux inspecteurs du travail les plus connus de France, Anne Hidalgo, qui après a fait de la politique, et Gérard Filoche, qui est la branche gauche du PS, etc. Mais ils étaient tous les deux. Se cache pas. Et le type de Sud. Et Gérard Filoche, il fait des filatures ou pas? Non mais, alors, ce que disait Catherine, moi ça m'étonne pas. Nous sommes un pays où c'est le royaume du père Ubu ou de Kafka. Donc, comme tout est possible. C'est qui Kafka ? Alors Kafka, c'était un écrivain tchécoslovaque qui ne faisait pas de faute. Alors mon tchèque est sans provision dans ce domaine, hein. Et qui expliquait la folie de l'administration. Oui, vous voyez. Et alors Uburoi, c'était Alfred Jarry qui lui avait un léger penchant pour la boisson et qui pour chasser les guêpes chez lui, les tirait au fusil de chasse. Bon, là, on est loin du sujet. Non, pour dire. Non mais mais c'est parce que tout est totalement mais quand je vous dis que nous vivons dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. Là, en voilà la preuve. Bruno Pomar, vous avez quand même des choses à dire ou pas? Ben non, mais encore une fois, c'est un peu comme le coup de l'écriture, de l'orthographe, quoi. C'est pareil, on veut tout interdire. Alors toute cette gauche bien pensante, wokiste, toute cette clique qui veut tout nous interdire, qui se vote des budgets, on le voit, les nouveaux élus, qui disent le contraire lorsqu'ils sont dans l'opposition. Il y en a marre, quoi, de ces gens qui nous donnent des leçons en permanence. Et qui plus est, laissons travailler nos PME, PMI qui ont besoin de bosser, même s'ils ont envie de le faire le 1er mai, on se fout contre fou
fou que ce soit la fête du travail. Mais vraiment. Mais il y a quand même deux choses. Les fleuristes et les boulangers. Le 1er mai, les gens travaillent pas en général, donc vous faites des dîners ou des déjeuners en famille. Mais qu'est-ce que vous amenez à la maîtresse de maison? Des fleurs et en général le 1er mai, un brin de muguet. Alors je vois pas pourquoi la CGT va pouvoir... Vous avez le droit de vendre du muguet le 1er mai. Oui, mais alors je vois pas pourquoi la CGT ou l'amicale bouliste peut vendre du muguet tranquillement sur la voie publique, mais que le fleuriste ne pourrait pas en vendre avec des fleurs. Ou tout est en liquide, je rappelle. Absolument, et à mon avis, les déclarations de TVA, Cécile, ne doivent pas être fréquentes. On est d'accord? Mais non, mais parce que le 1er mai, on peut aussi en partie admettre que c'est une date symbolique tout de même. Je veux dire, pour les syndicats, ça n'est pas neutre. Et ils représentent si peu en France, les syndicats, que les privés du 1er mai, ce serait une catastrophe. Oui, t'as raison, pas de stade, tout le monde bosse, mais t'as raison. Et puis les jeunes qui sont allés cueillir en forêt, en bande, plein de muguet pour le vendre et se faire un peu d'argent de poche. Tant mieux pour eux. Je trouve ça sympa. Très joli, bravo. C'est pas grave. Vous avez un frisson d'humanisme. C'est vraiment un frisson. Vous en fichez complètement, mais j'adore l'odeur du muguet. Ah oui. Formidable. Alors, je crois que je m'en fous complètement. Vous faites bien de le dire parce que j'étais sûr que vous l'avez anticipé. Non mais Philippe, soyons clairs, je vais pas sortir de là en disant mais j'ai appris un truc. De trucs de balade. C'est Iran. Non, Philippe Bilger, David aime l'odeur du muguet, j'adore ça. Vous avez remarqué que chez Philippe, il a une particularité rare. Il en a plusieurs. Il considère que son jeu, JE, est universel. Il nous parle de sa famille, de son oncle, de ses cousins, partout. Il croit que ça intéresse tout le monde. Je vous rassure, la Saint-Philippe, c'est le 3 mai. On a encore quelques jours. Ben voilà. Ça va être votre fête, vous allez voir. J'adore l'éloquence de Philippe Bilger. Non, mais Bruno, à un certain moment d'hyperbole, ça n'est plus plausible. À un moment donné, c'est plus possible. Voilà, et bien justement, Philippe David, c'est à vous. Vous dites qu'Emmanuel Macron a déclaré « Je ne ferai pas de politique, je ne faisais pas de politique avant, je n'en ferai pas après ». Et vous dites que finalement... Le drame, alors il y a deux choses. Déjà, quand il dit « Je ne faisais pas de politique avant », non, il ne faisait pas du tout de politique avant. Quand il était en la commission Attali, il ne faisait pas du tout de politique, je n'en ferai pas après. Alors là, je n'en crois pas un mot, parce que les seuls anciens présidents qui ont arrêté la politique, c'est pas soit parce qu'ils étaient mourants, Mitterrand, soit parce qu'ils étaient déjà malades, comme Chirac. Mais Sarkozy avait dit « Vous n'entendrez plus jamais parler de moi ». Ce qui ne l'a pas empêché d'être candidat à la primaire des Républicains. François Hollande, qui ne s'est pas représenté, on pensait qu'on ne reverrait, on n'entendrait plus parler de lui. Mais maintenant, comme disait le bon Doc Knock, ça le gratouille et ça le chatouille d'y revenir. Donc, la soupe est tellement bonne du côté du palais de l'Élysée que je ne crois pas une seconde que ça n'effleurera pas à un moment l'esprit d'Emmanuel Macron de faire un retour en politique. Mais, et je suis certain que Philippe Bilger va me traiter de populiste de bas étage, mais ça ne me gêne pas, je suis habitué et je sais de qui ça vient. Le drame d'Emmanuel Macron, ce n'est pas qu'il n'ait pas fait de la politique avant et qu'il n'en fera pas après, c'est qu'il en ait fait pendant. Parce que quand je vois son bilan au bout de 10 ans à la tête de la France, que ce soit sur les finances publiques, l'insécurité, la France qui a totalement disparu dans toute la politique internationale, je me dis, le drame c'est qu'un jour il ait eu envie de faire de la politique. Voilà, traitez-moi de populiste, Philippe Bilger, je vous attends. Mais je ne vous traite pas de populiste, mon cher Philippe, mais c'est la règle du jeu. Il n'y a rien de sensé dans ce que vous venez de dire. Ah bon, le bilan est bon. Mais non, le bilan, on ne parle pas du bilan, mais lorsque vous avez l'air de dire qu'en réalité, la politique était médiocre, même quand il était président, vous vous faites plaisir à vous-même, avec beaucoup de talent. D'ailleurs, la charge est facile, mais malheureusement, l'intelligence, c'est absolument le contraire. Ah bah merci, vous, c'est un compliment. Il y a quand même une chose positive, c'est qu'on va avoir 6 ans, voire 12 de répit. Faut tout prendre positivement. Dans un an, il ne va pas être réélu. Non. Il ne peut pas se présenter. Donc on est tranquille 12 ans. Avec 11. Un peu de peau. 11. Oui. Enfin, 10. Alors, non, 11, 2 fois il reste 6. encore un an, là, 2 fois 5. 2 fois 5. Oui, plus 1. Oui, plus 1, ça fait 11. C'est intéressant parce que ce matin, je lisais un papier sur Castex, qui serait le de Macron. Moi, surtout, j'adore Castex, en plus. J'aimerais bien que son président. Et j'aimerais bien, mais
Non, mais vous êtes totalement populiste, il a raison. Mais allez-y, j'adore. Moi, j'adore qu'on me traite de respectueux. Je n'ai même pas dit populiste, parce que c'est leur faire honneur. Non, il n'est pas populiste, il fait plaisir, quoi. Oui. Non, mais moi, j'aime la critique comme ça est facile. Je vais vous dire un truc. Vous êtes sûr qu'on n'est pas le premier? Il a juste été élu 2 fois. Ah oui, sur un accident. Un accident. Moi, j'aimerais bien être sur un accident. Et le président de la République, excusez-moi, c'est comme Trump. Le mec, il a été élu, quoi, au final. Et tous les connards qui le critiquent toute la journée. Merci pour moi. Ça se dit pas non, mais vous avez entièrement raison. Ça se dit pas. Le mec, il a été élu. Qui vote? Mais oui, je sais pas. c'est tout. Il a été capable de mobiliser la France, même s'il y a une minorité de gens pour lui. Et il est président de la République, donc arrêtez. C'est un peu trop facile. Excusez-moi, Philippe Bilger disait qu'il ne faut pas parler du bilan. Quand il a dit ça, j'ai failli dire Georges Marchais sort de ce corps. Parce que j'avais l'impression d'entendre, mais le bilan des pays de l'Est est globalement positif. Si on ne peut pas parler de 9 années de bilan, on parle de quoi? Des petits oiseaux dans les branches parce qu'on est à Pâques? Mais non, on parle de quoi? Philippe, vous avez, et malheureusement Cécile n'a pas voulu intervenir, comme vous changez au moment même où vous parlez de votre seul contre tous, vous changez de registre. Au début, vous vous moquez de lui en disant c'est catastrophique, il n'a pas fait de politique, et ensuite vous critiquez son bilan, ce qui n'a rien à voir. C'est que vous n'avez rien compris à l'ironie, c'est ça le problème. Si vous n'avez rien compris au film, c'est pas de ma faute, cher Philippe. C'est de l'ironie. Je pense que profondément, Philippe David, il y a quelque part un peu de jalousie de la réussite de la nation, surtout pas. Qui a été quand même élu 2 fois président. Alors permettez-moi de vous dire un truc, cher ami. L'Élysée ne m'a jamais fait fantasmer de ma vie, que ce soit très clair. Et deuxièmement, si c'était pour avoir mais si c'était pour avoir un bilan aussi mauvais, je peux vous dire que je préférerais ne pas y être passé. Ah, mais non, mais citez-moi un point positif, cher ami. Citez-moi un. Je m'en fous. Vous n'y arrivez pas, vous voyez. Mais si, on pourrait y passer une retour de l'orthographe. Mais je vais vous dire encore une fois, tous les oiseaux, je vais employer d'autres termes parce que Cécile m'a engueulé, tous les oiseaux qui critiquent jour et nuit, qui n'ont rien fait de leur vie, qui ont été députés ou des trucs comme ça, et le mec, il a été 2 fois élu président de la République. Il a été élu président de la République. Il a expulsé une politique qui ne marche peut-être pas. Excusez-moi, il a été élu président la première fois avec tous les médias qui étaient pour lui. Rappelez-vous ce kiosque à journaux, il n'y avait que lui. Non, c'est pas vrai. On se serait cru devant un kiosque à journaux de Pyongyang avec le grand leader qu'il fallait élire. Fillon a été démoli par les juges en 2017, faut-il le rappeler, et on a eu droit en 2017 et en 2022 à la grande kermesse antifasciste de l'entre-deux-tours, que si jamais Marine Le Pen était élue, c'était les camps de concentration. C'est le jeu politique. Mais arrêtez cette haine viscérale que vous avez. Mais c'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. C'est que c'est quelqu'un qui a méprisé les Français, qui méprise son peuple. Moi, j'aurais jamais osé parler des Gaulois réfractaires, par exemple. J'aurais jamais osé parler de ceux qui ne sont rien. Pourquoi? Parce que quand on... Excusez-moi, Philippe Bilger, mais pour être un grand chef d'État, il y a 2 impératifs. Premièrement, aimer son pays. Deuxièmement, aimer son peuple. Macron considère que la France s'est dépassée parce qu'il est à l'Europe et il méprise son peuple qui est un peuple de Gaulois réfractaires. Donc voilà pourquoi il ne restera pas dans les mémoires comme étant un grand chef d'État. Quant aux électeurs, excusez-moi, il y a quand même certaines mairies qui ont été prises avec 13 000 voix sur 159 000 habitants. C'est vrai. S'il vous plaît. Et les 2 fois où il a été élu, il n'avait pas une majorité du corps électoral. Merci les amis, mais est-ce qu'on peut donner une petite camomille à Philippe David? Ah non, il est très calme. Ah bah dis donc. Il est très calme, il parle de lui à la 3e personne. Mais je l'ai trouvé pareil. Moi, je le trouve très apaisé. Très apaisé. Mais par rapport à d'autres fois où il a autant tort. Mais là, il accepte notre contradiction avec beaucoup de classe. Non, mais il faut discuter quand même. Il est chaud comme une paragafrine. Il a de l'avenir. Bon, on va faire une petite pause, on va prendre une petite camomille, on va se faire masser les pieds, tout ça. On va revenir dans quelques instants avec un sujet important puisque ce 24 avril marque les commémorations des 111 ans du génocide arménien par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. On va en parler avec Franck Papazian qui sera avec nous dans quelques instants, coprésident du Conseil de coordination des Arméniens de France. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. On
vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h comme tous les jours, entre 17h et 19h avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est Jérémy qui est avec nous aujourd'hui. Et autour de cette table, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Catherine Evrard, chasseur de tête et présidente, fondatrice de ce cabinet parisien de recrutement CE Consultant, et bien entendu Philippe David. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et ce 24 avril marque les commémorations des 111 ans du génocide arménien par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Et nous accueillons tout de suite Franck Papazian qui est avec nous, coprésident du Conseil de coordination des Arméniens de France. Franck Papazian, bonsoir. Bonsoir. Cette commémoration aujourd'hui de cette triste date, vous étiez à Paris pour des commémorations et encore maintenant. Le Premier ministre était sur place à Marseille. Le président de la République a tweeté aussi. On sent quand même que le pays aujourd'hui soutient le peuple arménien. Oui, il y a un consensus national en France au soutien du peuple arménien, et surtout dans l'incompréhension que 111 ans après, la Turquie refuse de reconnaître toujours le crime qu'elle a organisé, le génocide arménien. Elle a été organisée en 1915, et puis depuis 1915, tous les gouvernements successifs ont orchestré le négationnisme de ce génocide. Mais le négationniste en chef, l'architecte du négationnisme, c'est Erdogan, qui est au pouvoir depuis 25 ans et qui a mis tout en œuvre dans le monde entier pour mettre en place des résistances à la reconnaissance du génocide arménien. D'ailleurs, vous aviez écrit un livre à ce sujet, Philippe David. Franck Papazian, le génocide arménien est-il suffisamment enseigné à l'école, et est-ce que la loi mémorielle qui a été votée pour condamner sa négation a eu des effets ? En fait, oui, c'est dans les programmes scolaires, c'est jamais suffisant, évidemment. C'est vrai. La loi qui a été votée en 2001 n'a pas de volet répressif, c'est-à-dire que la loi dit la France reconnaît le génocide arménien de 1915, mais demain, s'il y a un négationniste comme ça s'est produit avec Maxime Gouin, par exemple, eh bien, ce négationniste n'est pas puni par la loi parce qu'il n'y a pas de volet pénal, donc sanctionnant la négation du génocide arménien. Nous nous sommes battus depuis 2012 sur ce sujet, et depuis 2012, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat, retoquées 2 fois par le Conseil constitutionnel, et donc c'est un combat que nous n'abandonnons pas, mais nous comptons effectivement sur l'apprentissage et sur la connaissance pour lutter contre le négationnisme. Mais je voudrais insister sur un fait aujourd'hui, c'est que l'Arménie et le peuple arménien sont en butte aux forces pan-turques. Je voudrais vous rappeler que le génocide continue, puisqu'en 2023, l'Azerbaïdjan a commis une épuration ethnique à l'encontre du peuple arménien de Haut-Karabakh. 120 000 Arméniens ont été déportés, ont été bombardés, et en fait 2 ans et demi après, on n'en parle plus comme si c'était normal. On a aujourd'hui 19 otages dans les prisons de Bakou, 19 Arméniens dont 8 dirigeants du Haut-Karabakh sont dans les prisons à Bakou. Il faut les faire libérer. Ils ne doivent pas passer leur vie dans ces prisons-là. On doit mettre en œuvre un processus pour leur permettre d'être libérés rapidement, parce qu'ils sont dans les griffes en fait de l'Azerbaïdjan. Et là, nous lançons un appel au président de la République Emmanuel Macron, qui, pardon de le dire, mais ça nous a tellement choqués, dans un sommet international il y a quelques mois, tapotait sur les épaules du président azerbaïdjanais en disant on n'a plus de problème, nous nous sommes réconciliés, alors que 2 ans avant il avait fait une épuration ethnique contre les Arméniens, déportant 120 000. Voilà. Donc je pense que il est temps aujourd'hui en fait de hausser le ton et d'obtenir de l'Azerbaïdjan la libération de ses otages. Franck Papazian, même si aujourd'hui tout semble contredire, est-ce que c'est être totalement dans l'utopie que d'imaginer un jour un autre pouvoir turc qui pourra reconnaître ce génocide? Non, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut qu'il y ait du travail qui soit fait à l'intérieur de la Turquie. Les générations nouvelles, les jeunes Turcs qui ont aujourd'hui entre 18 et 35 ans, eux, sont des modernes.
ils sont tout à fait prêts à la reconnaissance du génocide arménien. Je pense que la Turquie aurait vraiment intérêt à le faire. Elle se libérerait d'un poids de l'histoire important et nous pourrions regarder l'avenir les uns et les autres avec plus de sérénité et avec plus d'espoir. Merci beaucoup Franck Papazian, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes coprésident du Conseil de coordination des Arméniens de France. Merci beaucoup d'avoir accepté. Excellente journée. Et tout de suite, les insolites de Philippe. Les vraies voix Sud Radio. Alors un sujet beaucoup plus léger avec les insolites de la semaine. Est-ce que vous connaissez la ville de Saintes en Charente? Bien sûr. Alors est-ce que vous savez ce qu'a fait un élu qui a perdu les élections pour se venger avec son matériel municipal, c'est-à-dire ordinateur, badge, téléphone? Il a tout cassé. Non. Ah non, mieux que ça. Non, c'est mieux. Il a tout flambé. Non, mieux que ça. Il a tout vendu. Non, mieux que ça. Non, il a badigeonné quelque chose. Et il a badigeonné quoi dessus? Une croix de Lorraine? Non. Ah non, c'est un produit vivant. Enfin oui, c'est un produit vivant. De l'urine. Non. Un produit local. Un produit local, mais pas des Charentes. Mais du Pinot? Non, pas des Charentes. Il les a badigeonnés de fromage corse. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai éclaté de rire. C'est pas mal, ouais. Donc il était furieux, il les a rendus inutilisables en les badigeonnant de fromage corse. Alors on imagine que l'écran, parce que le fromage corse, ça quand même. On a un auditeur du Nord, c'est un peu comme le maroilles, quoi. Ça se sent de loin, ou le Munster pour les Alsaciens. Alors évidemment, le nouveau maire a porté plainte contre lui. Et est-ce que vous savez ce qu'a répondu celui contre qui la plainte a été déposée aux gendarmes ou aux policiers? Ça correspondait à leur méthode de caniveau. Par contre, comparer l'odeur des fromages corses au caniveau, je lui conseillerais pas d'aller passer ses vacances en Corse. Ouais, c'est d'un sacré niveau la politique locale. Oui, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? Pourtant, le fromage. Oui, mais mon Dieu, la Corse n'est pas indépendante du climat sauvage du continent. Mais non, mais là, ça se passe en Charente. Oui, j'ai bien compris. On aurait pu en douter. Non, mais... Moi, j'aime beaucoup le fromage, alors je suis un peu triste. Voilà. Alors, un hôtelier, est-ce que vous connaissez Saint-Briac-sur-Mer? Oui, bien sûr. Dans l'île-et-Vilaine. Il y a un très bon dancing. Ça, c'est une grande info. Il y a aussi les vôtres. Il y a aussi un. Vous avez dit quoi? Un dancing? Bon dancing. Un club. Un club. Dancing, c'est quand même pas. Mais c'est pas les clubs qu'affectionnent. C'est pas le pluralisme. C'est pas le club. Un dancing. Alors, il y a un camping qui s'appelle le camping Émeraude et le patron, Jocelyn Ferret, a une très bonne idée. Oui. Avec la hausse des prix des carburants, il vous fait un cadeau de 50 € pour 500 € dépensés en séjour dans le camping. Et a priori, ça marche très bien, parce qu'il passe dans tous les médias, et a priori, son camping devient de plus en plus connu, et il a beaucoup de réservations. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est plutôt sympa. C'est beau là-bas. Méthode marketing top. Méthode marketing top. Bravo. Alors, on va mettre cap plein nord, direction la Finlande. C'est un peu plus grivois, mais il y a des pilotes d'avions de l'armée finlandaise qui ont été sanctionnés suite à des vols d'entraînement. Vous savez pourquoi, Bruno Pomar? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si, je l'ai lu, merde. Alors, ils ont été pris par un site que je crois quelqu'un que vous connaissez très bien, il s'appelle Flight Radar. Ils ont dessiné Et avec leurs avions d'entraînement, ils ont dessiné, je peux le montrer pour ceux qui le regardent, des pénis en vol. Et donc, quand l'état-major de l'armée de l'air finlandaise a regardé les parcours menés par les avions, il y avait des verges avec les testicules qui apparaissaient partout sur les cartes. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que vous pouvez suivre un avion sur cette appli. Effectivement, vous avez la trajectoire, donc alors, du début jusqu'à la fin. Très beau, il en a fait 4 ou 5 d'un coup. À mon avis, il a fait beaucoup de virages. Mais évidemment, alors ils ont été sanctionnés. Moi, je pense que c'est pas si grave que ça. Mais non, c'est drôle. Non, c'est des sacrés membres. C'est tout. Je vois que Cécile de Bénibus regarde ça avec beaucoup d'attention. Non, mais je regarde, mais je suis pas épatée. On a vu mieux, on a vu plus. C'est pas, voilà, c'est vrai. Alors donc, bon, j'espère que la sanction militaire a pas été trop dure, mais ils ont été sanctionnés. On sait pas la sanction. En tout cas, moi, j'aurais les boules à leur place. C'est marrant comme truc. C'est marrant, oui. Voilà, un peu d'humour ne fait pas de mal. Ah oui, ça fait pas de mal le vendredi, oui. Les amis. Ah tiens, on n'a pas fait le jeu. Philippe Bilger. Je lis maintenant. Allez-y, mon petit. C'est le moment de jouer.
Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Chaussures, sacs, vêtements, grâce à Sud Radio, faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant Sud, SUD, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Bonne chance! Allez, bonne chance! Merci! Les amis, vous le posez déjà. C'est bon, le jeudi hier, bon. Tu l'as fait. Il a fait avec beaucoup d'émotion. Oui, c'était beau. C'était beau. Marché après. D'ailleurs, on l'a envoyé dans des universités pour que les gens se rendent compte. C'est un exemple même de comment passer un message de communication. C'est parti à la Maison Blanche, parce qu'ils ont dit mais qui a fait ce lancement si incroyable? Je crois que Trump peut t'intéresser. C'est Bruno Pomar. Par moi. Les amis, dans un instant, ce sera le journal, la météo, et juste derrière le coup de gueule de Philippe David. Quand je vois combien ça peut rapporter, j'envisage d'aller danser en string sur des passages piétons. Oui. Alors là, ça donne envie. Ouh là là, ça donne envie. Alors à la fois on aime la danse. Ce serait pas un peu coquin, un cochon, non? Ah, vous allez voir. Mais ça peut rapporter beaucoup. Léchez-vous les lèvres pour voir. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table des vraies voix, ce soir, Bruno Pomar est avec nous, Catherine Evrard, chasseuse de tête et présidente fondatrice du cabinet parisien de recrutement CE Consultant, et Philippe Bilger, bien entendu, avec Philippe David, et vous au 0826 300 300, et c'est Jérémy qui est avec nous ce soir. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans les 20 arrondissements de Paris. Pourquoi les 20 arrondissements de Paris ? Parce qu'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux fait beaucoup réagir. On écoute ceci. Je m'appelle Jean Eustache, je suis chorégraphe et je porte un projet avec le collectif La Grosse Plateforme qui s'appelle Dans les Clous. C'est un projet de danse en espace public qui explore différentes typologies urbaines, à savoir les passages piétons notamment, mais aussi les caméras de vidéosurveillance et ce qu'on appelle les lieux qui doutent. Sur cette vidéo, vous voyez un chorégraphe que vous avez entendu, a priori fort sympathique, et des personnes portant des tenues bariolées danser une fois sur des passages piétons. Tant que le feu est au rouge, pourquoi pas, ou dans des lieux publics comme des parcs. Juste là, rien de bien grave, sauf qu'en lisant le compte Twitter de Jonas Sadat, porte-parole des Républicains, on pouvait lire que cette association est subventionnée par la mairie de Paris de la modique somme de 245 000 € pour l'année 2026. Alors, au risque de paraître ringard, je trouve que dépenser 245 000 € d'argent public pour que quelques personnes dansent sur des passages piétons ou devant des caméras de vidéosurveillance me semble un peu cher. Mais le pire dans tout ça est que ce budget est octroyé par des élus. Est-ce que ces mêmes élus se posent la question de l'utilité des fonds dépensés ? Se pose-t-il la question de la dureté du travail de ceux qui paient des impôts et qui préféraient avoir plus de places en crèche ou ne pas se faire racketter à chaque fois qu'ils garent leur voiture plutôt qu'avoir des gens, fussent-ils très sympathiques, qui dansent sur des passages piétons ? Est-ce que le gaspillage de l'argent public leur a une seule fois dans leur vie effleurer l'esprit? Comment expliquer que, dans le même temps, des petits clubs de sport qui s'occupent des jeunes, plutôt que de les laisser tenir les murs ou faire des bêtises, vivent la croix et la bannière pour acheter des maillots, des ballons ou des chasubles à ces mêmes jeunes? À l'heure où on nous répète que la France n'a plus un centime, on comprend mieux l'écœurement des Français qui travaillent et payent des impôts, les mêmes qui doivent attendre des heures aux urgences ou voir leur plainte classée sans suite, faute de moyens, quand ils voient ce type de subvention. Mais c'est vrai qu'avec l'argent des autres, c'est tellement facile. Malgré votre rectitude proverbiale, mon cher Philippe, on est parfois amené à douter de certaines nouvelles. Je ne peux pas penser que quelqu'un de sensé et d'équilibré ait pu valider à la mairie de Paris une telle absurdité. Ah, c'est pas quelqu'un, c'est quelques-uns. C'est pas un élu qui valide, c'est une commission. C'est une commission en plus, ils ont été plusieurs. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Dramatique. J'ose espérer que. Mais quand vous voyez le profil de la mairie de Paris, c'est toute la gauchosphère bobo qui se fait plaisir. Voilà. Oui. J'ai un truc à leur proposer, moi d'ailleurs, aux nouveaux élus, parce que puisque tout est possible,
je l'avais dit chez vos collègues des grandes gueules plusieurs fois, le matin, je passe l'aspirateur à poil. Moi, il pourrait peut-être me donner un peu de pognon. Mais c'est pas. Non, mais ce qui est. Ces gens-là devraient. Si vraiment c'est intéressant aussi, ils pourraient le faire de façon bénévole, comme plein de gens. Dans cette commission, il n'y ait pas une majorité pour dire que cette idée est absurde. Mais quand j'ai vu la somme, j'ai téléphoné à Jonas Haddad, je lui ai demandé, il me dit mais il n'y a pas de problème, vous pouvez me citer, c'est vérifié, etc. Parce que quand j'ai vu la somme, c'était tellement énorme, c'était repris par d'autres personnes comme Gilbert Collard. Comme c'est Jonas Haddad qui a balancé, je lui ai téléphoné et on en a parlé, il m'a dit mais il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est de la création. Hein. Non, mais excusez-moi, 245 000 euros. Ils sont tous entre eux, ils trouvent que c'est génial de faire ça. Ne parlez pas tous en même temps. Comme c'est la commission culture, parce qu'il y a des commissions qui votent, donc on peut se retrouver à une dizaine autour de la table, ils doivent se dire mais c'est génial. Oui. Qu'est-ce que c'est formidable. Mais à ce moment-là, il fallait mettre des gens connus. Là, ça aurait déjà été plus marrant. Là, ça aurait peut-être même quand on sait que l'argent coûte cher et qu'on en a vraiment besoin, il faut arrêter de déconner. Il y a des gens qui ont des associations qui travaillent dans les associations gratuitement et qui ont du résultat et voilà et qui malheureusement n'ont pas de subvention. Comme une dame hier que j'ai eu au téléphone qui s'occupe d'enfants autistes et là elle va devoir arrêter son association parce qu'elle n'a pas de subvention. Et là je me dis, en fait j'ai envie de pleurer quand j'entends ça parce que je me dis mais c'est un gâchis, c'est scandaleux en fait, c'est scandaleux. Il y avait d'autres priorités, même celles que vous avez évoquées à votre sujet. Non mais moi ce que j'estime, c'est que quand ce sont de telles sommes, parce excusez-moi, mais pour moi 245 000 euros, c'est une très grosse. Alors, pour le budget de la mairie de Paris, c'est pas énorme, mais c'est une grosse somme. On est bien d'accord. Comment il les bouffe les 20 000 euros par mois? Je rappelle qu'il y a des bidonvilles à Paris. Oui, mais tu sais quoi? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des gens qui regardent un peu ce qui se passe, si les subventions sont pas données au copinage, si les patrons d'associations se prennent pas des salaires de nabab uniquement au copinage avec de l'argent public. Moi, c'est quand même des questions que je me pose. Et n'oublions jamais une chose, je vais citer Javier Milei, donc je vais pas me faire que des amis, quand il dit, si tu es artiste et que tu as besoin de l'argent du contribuable pour vivre, tu n'es pas un artiste, tu es un fonctionnaire. Et ce qu'il dit est tout à fait vrai. Ouais, et puis là tu as levé un livre, mais je veux te dire, si tu regardes sur les budgets, parce que c'est par millions d'euros, c'est pas juste 250 000 euros, c'est une grosse somme, c'est une catastrophe. On balance, on a tous les potes autour de nous. Moi, le fameux garçon qui avait 2 postes. Un poste à la mairie de Paris et l'autre à France Télévisions. Et grassement payé les deux. Grassement payé, et je crois qu'on savait pas très bien ce qu'il faisait, ni dans l'un ni dans l'autre. Ni dans l'autre, exactement. Monsieur Ngacha, 100 000 et 160 euros, c'est dit sur les journaux. Oui, c'est un scandale, c'est un scandale. Mais ça va bien, puisque là, à peine élus, là, regardez les fistes, dans le 93, qui disent, au grand diable, les élus qui se goinfrent, ils ont fait tous augmenter leurs indemnités, comme des malades. Oui, mais Guiraud, etc. C'est dans les il le justifie. Ça n'est pas les augmentations, elles paraissent mais énormes. Quoi il justifie? Mais non, mais je vais pas reprendre dans le détail les explications qu'il donne parce que les gens ont été immédiatement indignés par ces augmentations. Il les justifie par une augmentation des tâches et des missions. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais ça n'est pas un coup de dé. Tu sais, je veux te dire, moi, à un tout petit niveau, quand j'étais encore maire, j'ai fait 2 mandats. C'est rien du tout. J'étais obligé de prendre un minimum. Je pouvais prendre un SMIC de 1 200 euros par mois pour ma petite commune de 125 habitants dont j'étais le maire. Je prenais le minimum. Quand je fais ça par engagement. Alors je veux bien que les élus de grosses villes, effectivement, il y a des charges importantes. Mais ces gens-là qui donnent sans arrêt des leçons à la droite, etc., les Guiraud et toute la clique, là, Bagayoko, enfin bref, tous les élus actuels se sont augmentés de façon considérable. Et à ça, ils cumulent évidemment des enveloppes avec communauté de communes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ces gens-là gagnent entre 5 et 8 000 euros par mois. Ce qui est très bien. À un moment donné, il faut arrêter. Alors je veux bien que les élus doivent être bien payés au regard de ce que gagnent les députés. Il faut plus les députés européens. Je pense qu'ils méritent d'être mieux payés. Mais à force de donner des leçons aux autres, à un moment donné, on se prend en piège. Voilà, c'est tout. Merci en tout cas. Le coup de gueule à retrouver sur sudradio.fr, enfin sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Et dans un instant, si vous étiez ministre, vous seriez ministre du temps libre. Notre ministre sera là dans quelques instants. Et juste derrière, le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio.
Parlons vrai de Minibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, c'est vendredi. Vous êtes peut-être sur la route, faites bien attention et on est ravis en tout cas de vous accompagner si vous partez en week-end. Et en plus, on pense à ceux qui vont travailler ce week-end. Bruno Peumard est avec nous, Philippe Bilger, Catherine Evrard, bien entendu, et Philippe David. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et aujourd'hui, c'est un ministre du temps libre. Ça tombe bien, on est vendredi. Thomas Delby est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir Madame de Minibus. Bienvenue sur Sud Radio pour votre première prise de parole en tant que ministre du temps libre. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Alors moi déjà, la première chose, ça serait la semaine de 4 jours pour tous, sans perte de salaire bien sûr. D'accord, ok. Et mon deuxième point, ça serait un passe-temps libre universel, comme le passeport, mais là c'est un passe-temps libre. D'accord. Pour du sport, pour la bibliothèque, pour des livres, pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a un nombre de points qu'on peut utiliser surtout, enfin, tout ce qui est lié au temps libre, c'est ça ? Exactement. Tout ce qui est occupation qui pourrait nous permettre d'être mieux mentalement. Ça peut être du sport, de la lecture. Mais voilà, quand même, le passeport, sauf que là, le but, c'est vraiment de marquer des points et qui permettrait que ceux qui ont du budget ou pas de budget puissent quand même en profiter, quoi. C'est intéressant. C'est bien, mais... Monsieur le ministre, vous avez accepté cette charge du temps libre parce que vous considérez aujourd'hui que le travail n'est plus la préoccupation dominante, mais qu'il faut aussi s'occuper du bonheur des gens. Exactement. En fait, il y a énormément de personnes qui sont en burn-out ou pré-burn-out ou qui n'en peuvent plus. Les jeunes aussi veulent maintenant profiter. Avant, on voulait gagner beaucoup d'argent et maintenant, ils veulent profiter de la vie. Donc, la semaine à 4 jours, ça permet d'avoir du temps de libre. Et justement, ce passe-temps, il serait utilisé sur cette journée de libre à 4 jours de travail. Et sur ce temps libre, du coup, on serait beaucoup plus efficace sur le temps de travail. Parce que si on a un jour de libre dans la semaine, on est beaucoup mieux mentalement et on est plus content d'aller travailler aussi. Bon, vous êtes, je suppose, ministre de gauche. C'est Mitterrand avait mis ça, mais il n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps, mais oui, c'est gentil, mais enfin, il faut quand même des moyens pour tout ça, parce que l'idée en soi est pas stupide, évidemment, mais il faut quand même quelques moyens, quoi. Parce que ce que disait Philippe Bilger très justement, on peut penser aux vacances, au repos, à tout ce qu'on veut, et travailler moins, mais à un moment donné, quand même, il faut que la société tourne et que nos entreprises tournent aussi, non ? Monsieur le ministre. En étant en repos, je pense qu'on est beaucoup plus efficace au travail. Déjà, si on est mieux mentalement, on va être plus efficace dans le travail. Donc, le rendement, il est mieux. Et bien sûr, les personnes qui sont au chômage viendraient travailler pour remplacer ces 4 jours dans la semaine. Et donc, ça permettrait que l'entreprise fonctionne quand même comme d'habitude. Mais ça réduirait le chômage aussi. Catherine Evrard. Non, monsieur le ministre, vous ne trouvez pas qu'il manque peut-être un peu de sport en France et un peu de choix, ne pas être cantonné aux mathématiques, à l'histoire, faire, je sais pas quoi, de la réalisation de films, etc. C'est-à-dire ouvrir large l'éventail pour mieux former les gens. Mais avec ce qui se passe à l'heure actuelle, 5 semaines de congés payés, la RTT, le télétravail qui est surtout la télé, on le voit de plus en plus, etc., ça devient complètement dingue. Les ponts qui sont des viaducs, mais quand les gens vont travailler, il faut plutôt leur donner envie de travailler que de leur expliquer qu'ils vont en faire encore moins. Enfin, excusez-moi. Alors il y a des entreprises qui vous donnent la possibilité de travailler plus longtemps chaque jour et de partir effectivement de ne pas travailler le vendredi. Et ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est pas intéressant. C'est pas inintéressant, mais moi j'ai entendu dire qu'au-delà de certains nombres d'heures, on était plus productif. J'aime pas le mot productif. On n'emmagasinait plus, quoi. On est abrutis. Il y a déjà une opposante au ministre. C'est ça. Déjà une opposante au ministre. Non, mais gentiment. Moi, j'aime beaucoup les ministres, alors il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai rencontré une société qui vous prenez les vacances, le nombre de vacances que vous voulez. Et en fait, ils se sont rendus compte, in fine, qu'ils prenaient moins de vacances que le droit leur permet. Moins, finalement. Ils étaient payés au fait que s'ils travaillent, ils sont payés. S'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Donc, non, on leur dit, vous avez 5 semaines de vacances comme tout le monde. Si vous voulez en prendre plus, vous en prenez plus. Oui, mais t'es moins payé. Non, pas du tout.
pas du tout. Dès lors que le boulot est fait. Dès lors que le boulot est fait, et ils se sont rendus compte que finalement les gens prenaient moins de vacances qu'ils pourraient en prendre. Ça dépend s'ils sont des cadres supérieurs ou des employés, mais il faut avoir des moyens de prendre des vacances aussi. Oui, il faut avoir le logique qui est compliqué. Ça peut Votre fonctionner. idée est très bonne, Cécile. Je me souviens, au parquet de Paris, j'avais voulu laisser partir les gens quand le travail était fait. J'oubliais la sacro-sainte bureaucratie. On n'a absolument pas le droit d'avoir des statuts différents pour les gens. Alors que la liberté est beaucoup plus rentable. Absolument. En entreprise privée, c'est plus simple. C'est vraiment libéral ce film. Non, mais quand on laisse les gens libres, paradoxalement, ils appliquent mieux les règles. Il y a un petit côté de gauche quand même, hein. Je pensais pas, mais je suis par rapport à Philippe David. En fait, aujourd'hui, tout est politique avec vous. Mais oui, moi je ramène un peu. Oui, c'est fou. Ah non, mais j'ai jamais vu quelqu'un autant flatté là que Bruno Pomar là. On parlait du parquet, là il le cire. Hein. Il n'y en a jamais assez, mon cher Philippe. Moi je suis un pro-Macron parce que vous n'avez pas arrêté de critiquer et vous, pareil, il devient socialiste. Alors c'est vrai, c'est un homme de justice à la base. Voilà. On peut penser que... vous savez quoi, vous vous engueulerez dans la cour de récréation. Merci monsieur le ministre en tout cas d'avoir joué le jeu et vous revenez quand vous voulez et tout de suite c'est le qui c'est qui l'a dit. Merci Thomas. Vraie Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le qui c'est qui l'a dit, le macronisme c'est l'asile des fous des 12 travaux d'Astérix. C'était ce matin sur Sud Radio. C'est un député très connu pour ses punchlines. Chenu. Non. Non. Ah non. Il a de la répartie. Là. Même parti politique, mais Tanguy. bonne réponse de excellent. Bruno Pomar. Il est très bon. Qui c'est qui l'a dit? Tout le monde devrait être anticapitaliste. C'est Castex. Ouais. Pas Castex, Castex. Non, mais c'est Lucie Castex, maire de la trouve aussi que la France est de gauche. Oui. Alors, je pense que maintenant, elle est maire de la République démocratique populaire de Paris 12e. Anticapitaliste. Elle prend 10 000 euros par mois. C'est maire du 12e maintenant. Qui c'est qui l'a dit? Je suis inquiet de ce que j'ai entendu dans la bouche de monsieur Retailleau. Il a promis d'envoyer les chars dans les quartiers. Je crois qu'il mérite plutôt un programme de rénovation. J'ai entendu ça. C'est un ministre. Arrêtez de dire des gros mots. Il y a des enfants. C'est Jean Brun, le maire Non, c'est le ministre de la ville. Oui, je connais. Celui qu'on vient d'entendre. Qui l'a dit sur le retrait de Macron de la politique? Bon débarras. Il a tellement fait de mal à la France, mais maintenant le problème, c'est de savoir par qui on le remplace. Un président de parti qui a été candidat plusieurs fois à la présidentielle. Dupont-Aignan. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il n'a jamais été candidat fort. Qui c'est qui l'a dit? Je suis un socialiste de production. Le mot croissance n'est pas un gros mot pour moi. Ça pourrait être Cazeneuve, non? Non. C'est un député PS. Un député PS. Qui a fait beaucoup parler de lui. On peut dire qu'il n'est pas du tout sur la ligne Mélenchon. Non, pas du tout. Oui, c'est le grand. Jérôme Guedj. Député PS. Moi, j'ai dit le grand mince. Non, je pensais. Catherine, il faut être précis. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Il dit le grand mince. Vous auriez dû dire chaussure noire. Vous savez, Catherine, on se bat pour ce jeu à chaque fois pour gagner. Qui c'est qui l'a dit sur la campagne présidentielle? Il faut qu'elle démarre. C'est quelqu'un qui a peut-être des arrière-pensées. Édouard Philippe. Retailleau. Non, il est élu dans un département limitrophe de celui d'Édouard Philippe. Chenu. Non, Le Cornu. Bonne réponse de Bruno Pomar. Sébastien Le Cornu. Attends, les gens sont dans la politique. C'est valable, ces tests, tout le temps. Posez-moi des questions sur les dirigeants. Non, mais parce que j'ai de la culture politique, tout simplement. Oui, vous faites 3 essais pour une réussite. Qui l'a dit sur la prise en compte de l'orthographe dans les copies? L'orthographe ne doit pas être une religion. C'est les écolos. Non, mais c'est qui? Elle est plus chez les écolos. Oui, les cheveux courts. Regardez-moi. Je recommence. Non. Mais même regardez-moi Clémentine Autain. Gaieté, non. Mais non, elle n'est pas écolo. Elle a été ministre écologiste. Elle s'appelle Cécile de Bénébus. Mais non. Mais oui. Cécile, oui. Naviguer sur les...
Les ruisseaux. Non. Vallon. Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ah, mais elle existe encore. Et oui. Oh là là. Et elle était très bonne à l'époque. Elle était excellente, surtout pour. Qui a gagné la Cécile Ruisseau. Vous la connaissez, vous? Vous l'embrasserez pour moi. Je connais Sardine Ruisseau qui raconte parodique. Qui vient nous expliquer le nucléaire et les éoliennes. Il n'y a pas à dire, la police a de la culture. Merci. Puisque Bruno Pomar a gagné avec 4 points. Bravo. 2 points Philippe Bilger et Catherine. Mais vous avez regardé le grand mince en me regardant, ça m'a beaucoup touché. Non, mais je ne me rappelais plus de son nom. Même les petites filles sont abasourdies. Elles sont ravissantes, ces petites filles. Elles sont trop mignonnes. Le niveau de son Quand elles voient le niveau du grand-père, elles se disent. Et puis, faut que je rame pour y arriver. C'est ce soir. Les filles, il est comment, grand-père? Il est sympa ou pas? Oui, on dit oui. On voit qu'elles n'ont pas le choix, surtout de la réponse. Je vous rappelle que leur grand-père est au raid. Tu sais, Sud Radio, c'est formidable parce qu'on peut venir dans le studio, ce qu'on peut pas faire ailleurs d'ailleurs. C'est vrai. C'est quand même sympa. C'est vrai. Voilà, Enfin, ne vous étalez pas non plus. C'est pas. Vous me permettez d'annoncer une info qui vient de tomber. Pour les amateurs de tennis, Carlos Alcaraz vient de déclarer forfait pour Roland Garros suite à une blessure au poignet. C'était le tenant du titre de l'Open d'Australie notamment, le dernier grand chelem et de Roland Garros, qui risque de gagner. Une blessure au poignet? Oui. Et je suis vite, tiens. Classique au tennis, malheureusement. Au fils. Ok. Allez, dans un instant, la question du soir, mes amis, vacances de Pâques, pont de mai. Allez-vous réduire vos déplacements? Et bien sûr, YouTube vous dites oui à 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Venez nous raconter votre quotidien. Est-ce qu'avec le prix du carburant, vous changez votre mode de consommation? On vous attend. Et c'est Jérémy qui est là, au 0826 300 300. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Autour de cette table, Catherine Evrard est avec nous, Philippe Bilger, Bruno Pomar, Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, les vacances de Pâques, pont de mai. Allez-vous réduire vos déplacements? Et pour le moment, vous dites oui à 67% avec beaucoup de commentaires. On a Marie qui nous dit « J'économise le carburant pour aller travailler. Pas le choix ». Et Alain qui nous dit « Je vais prendre dans le budget vie du quotidien pour assurer mes déplacements en famille ». Venez témoigner des mesures que vous êtes obligés de prendre en raison des prix des carburants au 0826 300 300. Tony de Bordeaux est avec nous. Bonsoir Tony. Oui, bonsoir, vous allez bien? Bien, et vous? Est-ce que vous allez réduire vos déplacements? Moi, j'ai pas le choix. Donc, non, bien sûr. Comme je disais, mon budget essence a doublé, donc forcément, je bouffe plus, quoi. Allez, bougez pas, on en parle dans un instant. Tout de suite, c'est la question du soir. Avec leur caravane, Sandrine et Yvon n'ont parcouru que 80 km depuis les Bouches-du-Rhône. Avant, on allait du côté de l'île d'Oléron. Même si c'est qu'à 20 ou 50 ou 80 km de la maison, le fait de ne pas être dans la routine, ça fait du bien. Et puis les coûts de l'essence, la vie qui augmente, c'est un peu difficile pour tout le monde. À Arcachon, on savoure ses premiers airs de vacances. Je suis née ici et j'habite ici depuis bientôt 19 ans. Ça fait beaucoup de bien. On a commencé à bronzer en mars, même en février, donc c'était cool. Ce camping du Grau-du-Roi affiche un taux de remplissage à 70% pour son week-end d'ouverture. Et la majorité des campeurs viennent de la région. Ils font 45 minutes de route. C'est juste ce qu'il faut pour passer un bon week-end. On a vraiment même des personnes qui arrivent au dernier moment et c'est destination la mer. Vacances, j'oublie tout. Bienvenue sur Sud Radio avec Tony qui était avec nous 826 300. Vous le disiez Tony il y a quelques instants. Mais vous allez changer un petit peu vos habitudes. Oui, en plus, moi j'ai de la chance, j'habite pas loin de la côte. Donc j'ai 40 minutes, allez, on va dire 40-45 minutes pour aller à l'océan si je veux, pour aller me promener. Oui. Bon, mais j'y vais pas le week-end, parce que ça me coûte trop cher. Je veux dire, je sais pas. Voilà, là j'ai eu la chance, je crois que j'ai eu affaire à un espèce d'appel à prix coûtant, l'essence, donc je l'ai eu à 2,09 €. Vous voyez, mais concrètement, moi je prévois plus rien. Je reste chez moi le week-end, je bouge pas. Bon, après c'est pas, on va pas se plaindre non plus, mais bon. Non, je vais plus, voilà. Je vais pour aller me prendre à la plage, j'y vais pas. Je crois sur Arcachon, j'y vais pas. Parce que je sais que ça va me coûter du gazole, quoi.
Oui. Restez avec nous, Tony. Philippe David, quand vous entendez ça, forcément, c'est... non, mais ça pose question. Et alors, on en est tous au même point. On va dire que je suis encore un esprit chagrin, mais des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne ont fait un effort sur le prix des carburants. Nous, avec nos énarques, on a sorti une énième usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut gagner moins de temps sur le revenu fiscal de référence, avoir un véhicule immatriculé qui se termine par un nombre pair, les jours impairs et impairs les jours pairs. Quand vous faites le plein, une usine à gaz ingérable. Mais on est tellement endetté qu'aujourd'hui, on peut pas faire de prix sur les carburants. Alors on a été cigale, et maintenant, c'est les Français qui payent. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à notre classe politique, parce qu'à cause de sa lâcheté aujourd'hui, les Français se serrent la ceinture, alors qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on vive en déficit, qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on fasse de la dette. Philippe Bilger. Je pourrais me réfugier derrière moi-même en disant que je ne bouge pas, parce qu'au fond, à quoi ça sert de bouger si on retrouve les mêmes choses que chez soi? Mais je comprends totalement le désarroi de ces gens qui avaient l'habitude de bouger pour s'aérer, pour se reposer, et qui sont obligés aujourd'hui de faire des choix. C'est lamentable. Est-ce que ça résulte d'une mauvaise politique, ou est-ce que malheureusement la France est totalement dépendante fatalement de données qui la dépassent? Les Français sont en même temps intelligents, ils sont capables de réduire évidemment leurs dépenses, et de façon obligée, mais même pour leurs vacances, peut-être aller moins loin, peut-être pas traverser la France parce qu'on a envie de descendre dans le sud, mais peut-être aller dans Lyon ou je ne sais où, se balader. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est ce que tu disais, Philippe, c'est le prix de l'essence. J'étais en Suisse il n'y a même pas 10 jours. Elle est à 1,80 en Suisse, l'essence. Alors qu'en Suisse, le SMIC doit être à 4 000 euros par mois. Mais c'est que ça. Et tu arrives en France, c'est à 2 jusqu'à 2,40. Oui. Mais il n'y a qu'en France, quoi. Encore une fois, on ne sait pas. Et comme tu dis, on monte les usines à gaz. On a dû avoir 10 énarques autour de la table qui ont travaillé sur comment on va faire pour essayer de réduire un petit peu et d'aider les Français. Enfin, c'est encore, on est à côté de la plaque comme d'habitude, quoi. Oui, il semblerait même que les pauvres qui vont toucher quand même un petit quelque chose, c'est pas avant fin juin. Oui, j'ai vu ça. Ce qui est aberrant. Enfin, on peut même pas débloquer pour les aider cette somme. Moi, j'y vois une seule chose positive, c'est qu'on part souvent très loin, alors qu'en France, on a des lieux sublimissimes, et que ça va peut-être faire rester les Français et regarder un peu plus notre pays. Alors, mais je les trouve résilients quand même, parce que souvenez-vous, les gilets jaunes, le 80, il était à 1,40, le carburant, je les trouve extrêmement zen encore. Et moi, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, et ils le savent de toute manière, rester en France, c'est malheureux à dire, ça coûte plus cher que de se barrer à l'étranger. Tu regardes des billets d'avion à 40 euros, aller-retour, tu fais avec 80 euros, tu peux te barrer. Alors ça a pu durer longtemps avec le prix du kérosène. Cécile, pour compléter votre propos, je crois que c'était Michael Sadoun qui avait dit les Français sont plus résilients aujourd'hui parce qu'ils comprennent un petit peu que ça ne dépend pas de la France seulement. Oui, c'était combien le litre de gasoil en Suisse ? 1,80. Non, parce que je regarde, le SMIC dans le canton de Genève est à 4 825,81 €. Ce qui fait en France suisse 4 455,36. Donc ce qui fait 3 900 € net, c'est-à-dire rien à voir avec la France. Philippe, à Genève et en Suisse, ils payent tout. Pas de sécurité sociale, pas de médecin, pas de ceci, pas de cela. Ils payent tout. Donc forcément, ils sont bien payés. Mais excusez-moi, bien organisés. Non, mais ils ont des salaires élevés, mais après, ils payent et au moins, ils en ont pour leur argent. Parce que nous, on paye autant et on fait tout quand on voit nos cotisations sociales et tout, mais on fait 3 ou 4 ou 8 heures ou 10 heures la queue aux urgences. En Suisse, à mon avis, c'est pas le cas. C'est vrai. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que quand on parle du grand déclassement de la France, moi j'ai pas honte de le dire, je viens d'un milieu populaire, une famille nombreuse. Ne la fais pas comme à la table. Non, mais je suis. Non, très à la mode. Alors, mes parents ouvriers. Non, attendez, vous permettez. Non, mais attendez, vous permettez. Non, parce que ce que je veux dire, c'est sérieux. Mes parents me disaient, mon père avait commencé ouvrier à la chaîne, ma mère était fonctionnaire de catégorie C. Il me disait, ce qu'on espère, c'est que pour vous, on partait en vacances. On partait en vacances, pas à Saint-Trope, mais on partait en vacances dans les Pyrénées. Et il me disait, tu sais, avec les générations, tu verras, ça va s'améliorer, ça va aller de mieux en mieux. Et là, je vois que ce pays va de moins en moins bien. De moins en moins bien parce que ça fait 50 ans qu'il n'est plus géré et qu'on a, je le dis, je le répète, une classe politique en dessous de tout. Parce que je tiens à rappeler une chose, le premier choc pétrolier, c'était il y a 53 ans, en 1973. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'indépendance énergétique? À part le nucléaire, rien. Et encore, il a été en partie dynamisé
dynamité par les écolos pour faire plaisir aux écolos. Voyez un peu. Donc moi, c'est pour ça, quand je vois des gens qui peuvent même plus, alors qu'ils habitent à 40 km de la mer, y aller vu le prix de l'essence, je me dis qu'on a été dirigé par des zozos depuis 50 ans. Philippe David, il y a un manque de courage, surtout. On le répète, mais c'est pas de la blague. Il faut quelqu'un d'ultra courageux. C'est pour ça que moi, j'adorerais avoir un général d'armée, moi, à la tête de la France, excusez-moi. Comme pour refaire la cathédrale. Non, mais eux, ils savent ce que c'est quand même de diriger des troupes et de motiver les gens. Parce que si vous motivez pas les gens, moi, ce que je trouve fabuleux chez Philippe David, c'est qu'à chaque fois, il nous sort les mêmes. Ce que nous a fait Attal là pendant une semaine. Bon, excusez-moi, la différence, c'est que Gabriel Attal, attends, je vous en prie, c'est que Gabriel Attal, il habitait le 6e. Attendez, ma mère était fabrique. Gabriel Attal, il habitait le 6e arrondissement de Paris, il allait à l'école alsacienne, moi j'habitais le 93. Alors on n'est pas dans la même catégorie, s'il vous plaît. Mais voilà, il se met en colère dès qu'on le chope. Non. Quand je vois Gabriel Attal qui joue les prolos, alors là, excusez-moi, mais je dis que c'est une honte. Mais ils jouent tous les prolos. Faut arrêter de s'énerver. Dès qu'on interviewe quelqu'un quelque part, il est issu de milieux effroyables. Il a été violé par, ou elle était plutôt violée par son père. Je suis désolé, on va pas donner de morale aux jeunes. Je veux dire, et les aider à grandir et à être heureux avec des Non mais excusez-moi, il faut éviter d'être ridicule quand on va à l'école alsacienne. Non mais excusez-moi, quand on va à l'école alsacienne et qu'on habite le 6e arrondissement de Paris, on joue pas les prolos, ça s'appelle. Mais il n'a jamais joué les prolos. Mais vous avez vu comment ce qu'il balance. Il a beaucoup de défauts, mais il n'a jamais joué les prolos. Mais tous ces gens-là qui vous parlent des Français qui partent pas en vacances, alors qu'eux ils ont jamais manqué de rien. Non mais il faut être un peu sérieux. Mais alors, vous n'avez jamais manqué de rien. Non, j'ai jamais manqué de rien, mais une différence, c'est que moi mes parents serraient la ceinture. Voilà. Ça y est. Non, mais vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous allez nous faire pleurer. Non, c'est pas pour faire pleurer, mais c'est parce que quand je vois qu'à l'époque, l'ascenseur social existait, l'ascenseur social aujourd'hui en France, il existe, mais uniquement vers le bas. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Ah bah voilà, merci. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup de place et de boulevards à son... Non, mais ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que tous profitaient. On l'a vu avec la commission sur France Télévisions, avec Tony, Nagui, qui nous a pleuré aussi. Et qui se gave avec notre argent aussi. Voilà, et Philippe David nous fait la même, quoi. Maintenant, il est à Sud Radio, journaliste connu, etc. Et il va nous expliquer que ses parents ont issu, évidemment, non, c'est pas forcément une question de milieu. Privilégié. C'est pas forcément une question de milieu, parce que quand les parents vous donnent pas un rond en poche et que vous êtes 7 ou 8, bah oui. Je veux pas pêcher pour ma paroisse. Je peux vous dire que vous travaillez, que vous levez. Enfin, si j'étais grossière, vous faites beaucoup de choses tout seul. Et vous débrouillez. Et je vais pas vous dire que j'étais dans le caniveau. Et pourtant, on a tous travaillé à 16 ans. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Je vous le dis quand même. Eh ben, on est tous d'accord de dire qu'il faut que ça change, hein, Tony. Oui, plusieurs choses. Si vous parliez des gilets jaunes, je crois que c'est ça le pire. Ouais. Je crois que les gens sont tellement résignés. Ah oui. Et puis tellement à l'os, parce que moi, une journée de boulot, je perds 80-100 €. Je fais comment? Oui, alors c'est la phrase. Oui. Alors on pourrait dire que c'est un manque de courage, peut-être sûrement. Non. On comprend qu'il y a des priorités dans la vie, on comprend très bien. Après, j'ai trouvé des solutions, moi. J'ai un deuxième job. Vous voyez, je travaille le soir, donc je travaille dans le bâtiment la journée, puis le soir, je vais travailler 3 heures dans un entrepôt en logistique, filmer des palettes, pour gagner un peu plus d'argent. Et puis oui. Comme moi, je fais plein de métiers différents. Oui, ça c'est vrai. Et puis je me prive, oui, aussi. Vous avez une sacrée palette. J'ai une palette, oui. Ouais. Et je l'apprécie, moi, sur une certaine tonalité. Je me prive, mais sans non plus parler des misérables. Mais moi, j'ai privilégié mes enfants. Moi, j'ai 47 ans. J'ai dit, bon, ça va, j'en ai plus derrière que devant. Mais à eux. Alors, j'épargne, je travaille beaucoup. Et je pense à eux parce que je me dis, mais en espérant que ce soit mieux pour eux que pour moi. Eh ben, moi, je les adore. J'adore nos auditeurs. Mais moi, je tiens à dire à notre ami Tony que malheureusement, il y a 30 ans, je travaillais beaucoup dans un pays qui est le Portugal, où à l'époque, qui était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui, et où les gens me disaient, mais tu sais, ici, on a 2 emplois. Je disais, en France, on a une chance, on n'a pas besoin d'avoir 2 emplois. Aujourd'hui, vous entendez, Tony, de plus en plus de gens sont obligés d'avoir 2 emplois. Pourquoi ? Parce qu'on a un État qui a été incapable d'être réformé. Voilà. Parce que on dépense pour les copains, on trouve 245 000 € pour aller danser sur des passages piétons. Les copains qui ont des boîtes de prod à France Télé, c'est open bar avec l'argent public, et les Français partent plus en vacances. Et désolé, moi, ça me révolte. Merci, Tony. C'était un vrai plaisir de vous avoir en ligne. Merci 1000 fois. Dans un instant, la petite phrase du jour, c'est Philippe Tanguy qui sera avec nous dans quelques instants. C'était ce matin avec Maxime Niedo sur Sud Radio, l'invité politique. À tout de suite. Sud Radio, Cécile de Ménibus. C'est la dernière ligne droite jusqu'à lundi.
Bruno Pomar autour de cette table, Philippe Bilger, Catherine Evrard et Philippe David, bien entendu. Et ce matin, Jean-Philippe Tanguy était l'invité de Maxime Liédot sur Sud Radio pour l'invité politique. On écoute. Les vraies voix Sud Radio. J'en profite quand même pour tordre le cou, espèce de canard insoumis qu'on peut bloquer et geler les prix. Là, la vérité commence à sortir. Moi, ça fait presque 5 ans, puisque ça fait 5 ans que les insoumis prétendent qu'on peut geler le prix du carburant. Là, on commence à comprendre un peu que c'est un mensonge. Quand vous importez un produit comme le pétrole ou comme les produits pétroliers, gazole, kérosène, essence transformée en dehors de France, vous pouvez pas bloquer un prix. En fait, les insoumis, ils veulent payer la différence aux pétroliers. Il n'y a aucune alternative. Mais alors, Philippe Bilger. Alors, sans être spécialiste comme mes amis, je crois que Jean-Philippe Tanguy est au Rassemblement National la seule personnalité qui peut donner l'impression d'une certaine compétence. Et donc, si je comprends bien, il est contre l'économie administrée, ce qui me paraît une évidence. Non, alors c'est pas ce qu'il a dit, excusez-moi. Il a dit que les produits qui étaient raffinés à l'étranger, on ne pouvait pas jouer sur le prix. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, pourquoi ? Parce que par exemple, la France ayant roulé au diesel pendant des décennies, on est obligé d'importer du gasoil et en échange, on exporte de l'essence sans plomb. Parce que je veux pas être trop technique, mais quand vous raffinez du pétrole brut, vous le mettez en ce qu'on appelle une tour de craquage. Il est lourd. Il est chauffé. Et selon le degré où il est, vous avez tout en bas les bitumes pour faire le goudron, etc. Et plus c'est haut, plus c'est léger, c'est-à-dire notamment le GPL, le gaz de pétrole liquéfié qui est très léger, le kérosène, parce qu'il faut que plus c'est léger pour décoller, c'est quand même important, et vous descendez, et on peut pas faire plus de X d'essence, plus de X de gasoil, et donc on importe, et à côté de ça, il y a des voitures aux États-Unis qui roulent avec de l'essence sans plomb qui a été raffinée en France. On peut pas jouer dessus. Par contre, il y a une chose, oui, on peut jouer sur les taxes. Ça, c'est une réalité. Oui. Non, mais encore une fois, on est toujours à casquer. Bon, on en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure. On est à 2,40 le litre. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et je l'ai payé 2,53. Il faut savoir que l'essence, c'est la base même de nos sociétés. C'est-à-dire, ça permet de se chauffer, de faire tourner les industries, de pouvoir se déplacer, etc. Enfin, c'est l'élément de base pour faire fonctionner une société. Donc, à un moment donné, il faut que ceux qui nous gouvernent fassent le nécessaire, mais visiblement, ils ne sont pas capables de le faire. Et ce sera le mot de la fin, puisqu'on va finir par une note positive. Et grâce à votre intervention et grâce à vos talents d'animateur pour ce jeu, nous avons une gagnante pour Émilie qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Émilie ? De Cuxac d'Aude, à côté de Narbonne. Très bien. Vous allez avoir un très beau week-end, visiblement. Oui, un peu comme partout, je crois bien, mais nous, on est gâtés toute l'année ou presque. Voilà. Et vous allez passer encore plus, vous que les autres, un très beau week-end, puisque vous venez de gagner un bon d'achat de 250 € offert par Sud Radio et le site spartou.com. Trop bien, merci beaucoup les vraies voix, merci Cécile, vraiment c'est génial, je suis trop contente. Oui, on comprend, surtout en ce moment, parce que 250 € c'est pas mal, non ? Oui. Ah là les chaussures, elles me font de l'œil déjà là. Je sens bien. Pourquoi les filles aussi, peut-être un petit les deux, les deux, moi même les trois, on peut tout essayer. Oui, on va trouver. Prenez ma taille, comme ça on se fait s'échanger. Ça marche. Vous faites quoi dans la vie, Émilie ? Alors je m'occupe de mes enfants, voilà. Donc pour le moment, je suis à la maison et je m'en occupe et c'est du boulot. Et vous nous écoutez depuis longtemps, Émilie ? Ça fait pas mal de temps, je suis une fidèle auditrice et j'aime beaucoup, ça me détend, c'est chouette. Et voilà, vous savez quoi, on vous aime d'amour, on vous embrasse. Merci. Et je peux vous faire une remarque, Cécile. Oui. Je sens du bonheur dans les yeux d'Émilie. Voilà. Oui, et dans mes pieds avec mes nouvelles chaussures. Oui, bien sûr. Quel poète. Et vous nous enverrez des photos, Émilie, pardon. On est très heureux de vous avoir offert ce très joli cadeau, ce bon d'achat de 250 € de nos amis spartou.com. Merci beaucoup. En tout cas, Émilie, excellent week-end. Bruno Pomar, excellent week-end. Catherine Evrard, excellent week-end. Philippe Bilger, très bon week-end à vous. Philippe David, très bon week-end aussi. Très bon week-end aussi. On se retrouve lundi 17h avec une joie non dissimulée. Dans un instant, le rugby. On en profite pour remercier Maxime
Maxime pour son talent. Ah on ouais, en profite bravo, pour Maxime. remercier Zach cette semaine, mais aussi Jérémy aujourd'hui, François Louis aussi qu'on embrasse, Quentin qu'on embrasse, Antonin qu'on embrasse, et voilà. Ils sont quand même un paquet à travailler dans ce truc-là. Hein. Ah oui, oui. Alors, on a un paquet, ouais. Pour dire autant de conneries, c'est beaucoup. On embrasse Nicolas, notre auditeur qui est passé nous voir, et dans un instant le rugby. Et en attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Très bon week-end, et tout de suite Thomas Binet, les incontournables de la copropriété. Allez, bisous.